La phrase est tombée comme un couperet dans la cuisine ensoleillée de ma maison de campagne normande. Un dimanche de juin, le genre de journée où l'air est doux et où les glycines en fleurs embaument le jardin. J'étais en train de préparer le déjeuner, un rôti de bœuf, des pommes de terre nouvelles du potager, une tarte aux fraises pour le dessert. La table était dressée sur la terrasse, nappe blanche et vieille vaisselle de famille, comme chaque dimanche depuis des années. Vous êtes trop vieille pour décider quoi que ce soit ici. Mon fils se tenait devant moi, grand, élégant dans sa chemise bleu ciel, les traits tendus. À ses côtés, sa femme, silencieuse mais le regard approbateur. Et moi, le couteau à découper en main, figé dans mon geste, le souffle coupé par ses mots. J'ai 67 ans, veuve depuis 5 ans. Cette maison, je l'ai achetée avec mon mari il y a 30 ans. Un ancien corps de ferme que nous avons retapé pierre par pierre, où nous avons élevé notre fils unique, où nous avons créé des souvenirs qui tapissent chaque recoin, où mon mari a rendu son dernier souffle dans notre chambre à l'étage, avec vue sur les pommiers qu'il avait lui-même plantés. « Pardon » ai-je dit, espérant avoir mal entendu. Mon fils a soupiré, ce soupir exaspéré que je connaissais bien, celui qu'il avait déjà adolescent quand je lui demandais de ranger sa chambre ou de faire ses devoirs. « Maman, soyons réalistes. Cette maison est trop grande pour vous maintenant. Vous n'arrivez plus à entretenir le jardin, les escaliers deviennent dangereux pour vos genoux et le village est trop isolé si jamais vous avez un problème de santé. » Tout cela était vrai, bien sûr. L'arthrite me faisait souffrir les jours de pluie. Le grand jardin devenait parfois un fardeau, et le village le plus proche était à 5 kilomètres. Mais cette maison, c'était mon chez-moi, mon ancrage dans ce monde qui tournait trop vite. Nous en avons discuté, a continué mon fils, désignant sa femme d'un geste. Et nous pensons qu'il serait préférable que vous vendiez et que vous preniez un appartement en ville. Plus près de nous, plus facile à gérer. Plus près de vous, ai-je répété lentement. À Paris, ils habitaient un appartement cossu dans le 16e arrondissement. 2 chambres, un balcon minuscule où poussaient quelques herbes aromatiques dans des pots. Une vie urbaine, rythmée par les réunions, les dîners au restaurant, les week-ends à l'étranger. Bien sûr, à Paris, ou en proche banlieue si vous préférez. Il y a des résidences très bien pour les seniors, avec des activités, des services. Des résidences pour les seniors, ai-je murmuré, sentant une boule se former dans ma gorge. Ma belle-fille a pris la parole pour la première fois. Sa voix douce mais ferme, comme lorsqu'elle s'adressait à ses élèves de primaire. Ce serait plus raisonnable, plus sûr aussi. Et puis, avec le prix de vente de cette maison, vous pourriez vous offrir un très bel appartement et mettre de l'argent de côté pour l'avenir. L'avenir. Cet euphémisme pour la maison de retraite, les soins médicaux, la fin de vie. J'ai posé le couteau, me suis essuyé les mains sur mon tablier. J'ai regardé par la fenêtre, vers le grand chêne sous lequel mon mari aimait lire pendant les chaudes journées d'été, vers le poulailler où mes poules picoraient paisiblement, vers le petit étang où les grenouilles donnaient leur concert chaque soir. C'est chez moi, ici, ai-je dit simplement. Mon fils a échangé un regard avec sa femme, ce genre de regard qui dit « Je vous l'avais bien dit, elle est têtue. » « Maman, a-t-il repris, avec cette patience exagérée qu'on réserve aux enfants difficiles ou aux personnes séniles, il faut être raisonnable. Vous ne pouvez pas continuer à vivre seul ici. C'est dangereux, c'est isolé, et franchement, c'est égoïste de votre part. Égoïste. Le mot m'a frappé comme une gifle. Moi qui avais consacré ma vie à ma famille, qui avais mis ma carrière d'enseignante entre parenthèses pour élever mon fils, qui avait soigné mon mari pendant sa longue maladie sans jamais me plaindre, j'étais qualifiée d'égoïste parce que je voulais rester dans ma maison. Je ne vois pas en quoi vouloir rester chez moi est égoïste, ai-je répondu, la voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Parce que nous nous inquiétons pour vous, a-t-il explosé soudain. Parce que nous passons notre temps à nous demander si vous êtes tombé, si vous êtes malade sans pouvoir appeler à l'aide, si vous... Je ne suis pas impotente, ai-je coupé, sentant la colère monter en moi. J'ai mon téléphone, j'ai des voisins, j'ai ma voiture. Votre voiture, a-t-il ricané. Parlons-en, vous avez failli avoir un accident le mois dernier sur la départementale. Le médecin a dit que votre vue baissait. C'était un incident mineur. J'avais dû freiner brusquement pour éviter un chevreuil et la voiture derrière moi avait klaxonné furieusement. J'en avais parlé à mon fils, pour rire, pour partager cette petite anecdote rurale qui n'aurait jamais pu arriver à Paris. Je ne savais pas que cela serait utilisé contre moi. « Écoutez, » a dit ma belle-fille, conciliante, « nous ne voulons pas vous brusquer. Réfléchissez-y, c'est tout.
Visitez quelques appartements avec nous, voyez si quelque chose vous plaît. » J'ai regardé leur visage, ces deux adultes qui semblaient si sûrs de savoir ce qui était bon pour moi. Mon fils, qui avait hérité des yeux bleus de son père et de mon entêtement. Sa femme, toujours élégante, toujours raisonnable, avec qui j'entretenais une relation cordiale mais distante. « Le rôti va refroidir », ai-je dit en retournant à mes fourneaux. « Mettez les pommes de terre dans le plat de service, s'il vous plaît. » Ils ont échangé un autre regard, celui qui dit « ce n'est que partie remise », mais ont obtempéré. Le déjeuner s'est déroulé dans une ambiance tendue, la conversation se limitant aux banalités d'usage, le temps, le travail, les nouvelles du village. Pas un mot sur la maison, sur mon avenir, sur leur désir évident de me voir déménager. Après le café, ils sont partis plus tôt que d'habitude, prétextant des dossiers à préparer pour le lendemain. Mon fils m'a embrassé distraitement sur la joue. Ma belle-fille m'a promis d'appeler dans la semaine. La porte s'est refermée sur eux, et le silence est retombé sur la maison, ce silence que j'avais appris à apprécier depuis la mort de mon mari. Ce silence qui n'était pas vide, mais plein de souvenirs, de présences invisibles, de vie passée et présente. Je me suis assise dans le vieux fauteuil à bascule sur la terrasse, celui où mon mari aimait prendre son cognac le soir en regardant le soleil se coucher derrière les collines. J'ai fermé les yeux, laissant le chant des oiseaux et le parfum des roses m'envelopper. Vous êtes trop vieille pour décider quoi que ce soit ici. Les mots tournaient en boucle dans ma tête. Trop vieille, comme si l'âge avait effacé ma capacité à penser, à choisir, à décider de ma propre vie. Comme si les années m'avaient rendue moins légitime, moins capable, moins moi. J'ai ouvert les yeux, regardé autour de moi. Cette maison qui avait été témoin de tant de choses, les premiers pas de mon fils, les anniversaires, les Noëls, les disputes, les réconciliations, la maladie, le deuil. Cette maison qui était le prolongement de moi-même, qui me connaissait aussi bien que je la connaissais. C'est alors que je l'ai su. Je ne partirai pas. Pas comme ça. Pas parce que mon fils et sa femme avaient décidé que j'étais trop vieille. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer les réalités qu'ils avaient soulevées. La maison était grande, le jardin demandait de l'entretien, ma santé n'était plus celle de mes 20 ans. Il me fallait un plan qui me permettrait de rester chez moi, en sécurité, tout en rassurant mon fils. Un plan qui montrerait que, loin d'être trop vieille pour décider, j'étais parfaitement capable de prendre ma vie en main. J'ai sorti un carnet et un stylo. En haut de la page, j'ai écrit en lettres capitales « Opération dernier mot ». Puis j'ai commencé à noter mes idées, me sentant plus énergique et déterminée que je ne l'avais été depuis longtemps. Cette conversation avec mon fils était peut-être le début d'une bataille, mais je comptais bien avoir le dernier mot. Le lendemain matin, j'ai commencé à mettre mon plan à exécution. La première étape était simple, faire le point sur ma situation, honnêtement, sans me voiler la face. Assise à la table de la cuisine, tasse de café à la main, j'ai dressé un inventaire de mes forces et de mes faiblesses. Force. Ma santé était globalement bonne pour mon âge. J'avais de l'arthrite, oui, mais rien qui m'empêchait de vivre normalement avec quelques aménagements. J'avais toute ma tête. Mes économies étaient d'eau confortables grâce à l'assurance vie de mon mari et à ma pension d'enseignante, et j'avais un réseau social solide, des amis au village, d'anciens collègues, des voisins bienveillants. Faiblesse, la maison et le jardin demandaient beaucoup d'entretien. Les escaliers étaient raides, certaines pièces n'étaient plus utilisées, et les 5 kilomètres jusqu'au village pouvaient devenir un problème si je ne pouvais plus conduire. J'ai ensuite établi une liste de solutions potentielles. Transformer le bureau du rez-de-chaussée en chambre pour éviter les escaliers. Engager quelqu'un pour l'entretien du jardin. Installer un système d'alarme médicale. Organiser un covoiturage avec mes voisins si la conduite devenait problématique. Tout cela était réalisable, mais je savais que cela ne suffirait pas à convaincre mon fils. Il fallait quelque chose de plus. Quelque chose qui démontrerait de façon indéniable que je n'étais pas juste une vieille dame têtue s'accrochant à son passé, mais une femme capable de s'adapter et d'envisager l'avenir avec lucidité. C'est alors que l'idée m'est venue. Une idée folle, audacieuse, qui m'a fait rire toute seule dans ma cuisine. Une idée qui allait non seulement me permettre de rester dans ma maison, mais aussi de donner un nouveau sens à ma vie. J'allais transformer ma maison en chambre d'hôte. L'idée avait germé depuis longtemps, en vérité. Mon mari et moi en avions parlé avant sa maladie, séduits par l'idée d'ouvrir notre demeure à des voyageurs, de partager notre amour pour cette région méconnue de Normandie. Puis la vie avait pris un autre tournant, et le projet avait été oublié. Mais maintenant, c'était la solution parfaite.
la grande maison deviendrait un atout et non un fardeau. Les chambres inutilisées trouveraient une fonction. J'aurais une activité, un revenu supplémentaire et surtout une présence régulière sous mon toit. Des clients, peut-être un employé à temps partiel pour m'aider avec le ménage et les petits déjeuners. Plus j'y pensais, plus l'enthousiasme montait en moi. Je me suis levé d'un bond et attrapé mon téléphone et appelé ma plus vieille amie, qui tenait une librairie au village. « Allô, Mathilde ? C'est moi ? Dis-moi, tu connais bien l'adjoint au maire qui s'occupe du tourisme, non ? J'aurais besoin de le rencontrer. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Rendez-vous à la mairie pour me renseigner sur les démarches administratives. Visite d'un architecte pour évaluer les travaux nécessaires. Recherche sur Internet pour étudier ce que proposaient les autres chambres d'hôtes de la région. Discussion avec la banque pour un petit prêt complémentaire. J'ai transformé la chambre d'amis en bureau, installé un ordinateur flambant neuf, créé une adresse e-mail professionnelle. J'ai photographié chaque pièce, chaque recoin du jardin, chaque détail charmant de la maison. J'ai recensé les attractions touristiques des environs, le château médiéval à 15 km, les plages du débarquement à 1 heure de route, les fromageries artisanales, les cidreries. J'ai même suivi un cours en ligne de création de sites web, passant des soirées entières à apprendre un langage qui m'était totalement étranger, riant de mes erreurs, m'émerveillant de mes petites victoires. Tout ce temps, je n'ai rien dit à mon fils. Il appelait 1 fois par semaine, comme d'habitude, et je répondais à ses questions sur ma santé, le temps qu'il faisait, les nouvelles du village, sans jamais mentionner mon projet. Il a bien remarqué que j'étais souvent occupée, que je répondais parfois distraitement, mais il a mis cela sur le compte de mes activités habituelles. Le jardin, la lecture, mes amis. Jusqu'à ce dimanche de juillet, 1 mois après notre conversation sur mon déménagement. Comme chaque semaine, il est venu déjeuner avec sa femme. J'avais préparé un repas simple, une quiche aux légumes du jardin, une salade, un clafoutis aux cerises que j'avais cueillies moi-même. La table était dressée dans la salle à manger, et non sur la terrasse comme d'habitude. Sur la table, à côté des assiettes, j'avais disposé 3 dossiers identiques, fermés, avec un petit nœud rouge. « Qu'est-ce que c'est » a demandé mon fils en s'asseyant, intrigué. « Une surprise » ai-je répondu avec un sourire. « Mais d'abord, mangeons. La quiche va refroidir. » Le repas s'est déroulé dans une ambiance étonnamment détendue. J'ai écouté mon fils parler de son travail. Il était directeur financier dans une entreprise de technologie. Et ma belle-fille évoquait la fin de l'année scolaire, les spectacles de ses élèves, ses projets pour la rentrée. J'ai posé des questions, ri à leurs anecdotes, savouré ce moment de normalité familiale. Puis est venu le moment du café. J'ai servi 3 tasses, disposé des petits chocolats sur une assiette, et j'ai enfin désigné les dossiers. Vous pouvez les ouvrir maintenant. Ils ont échangé un regard perplexe, puis ont délié le ruban rouge. À l'intérieur, des pages imprimées avec soin, plans, budget, photos, descriptions, un logo que j'avais créé moi-même représentant la maison stylisée avec le nom que j'avais choisi, le refuge du chêne, en hommage au grand arbre du jardin. « Qu'est-ce que... » a commencé mon fils, feuilletant les pages avec confusion. « C'est mon projet de chambre d'hôte, » ai-je annoncé, le cœur battant mais la voix assurée. Je vais transformer la maison pour accueillir des voyageurs. 3 chambres avec salle de bain privative à l'étage, mon logement personnel au rez-de-chaussée dans l'ancien bureau et le petit salon. Petit déjeuner servi dans la salle à manger ou sur la terrasse selon la saison. Il me regardait, bouche bée. J'ai déjà obtenu l'accord de principe de la mairie, ai-je continué. Les travaux commenceront le mois prochain et dureront environ 3 mois. J'ai un architecte, un plombier, un électricien, tous des artisans locaux recommandés. J'ai fait un business plan. Vous pourrez vérifier les chiffres. Ils sont réalistes. J'ai même commencé à créer le site web et les comptes sur les plateformes de réservation. J'ai pris une gorgée de café, savourant leur stupéfaction. Évidemment, il y aura quelques adaptations pour ma sécurité aussi. Une chambre et une salle de bain complète au rez-de-chaussée. Un système d'alarme médicale, des rampes dans les escaliers, des détecteurs de fumée supplémentaires. Et j'ai déjà trouvé une jeune fille du village qui viendra m'aider pour le ménage et les petits déjeuners. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon fils regardait les documents, les feuilletant mécaniquement, son visage passant de la surprise à l'inquiétude, puis à quelque chose qui ressemblait à du respect mêlé d'incrédulité. Ma belle-fille a été la première à réagir. « C'est impressionnant », a-t-elle dit lentement. « Vous avez vraiment pensé à tout. C'est complètement fou,
a contré mon fils, retrouvant sa voix. Maman, vous n'avez jamais géré d'entreprise. Vous n'avez aucune expérience dans l'hôtellerie. Vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans à votre âge. À mon âge, ai-je répété doucement. C'est curieux, quand ton père et moi avons acheté cette maison, nous n'avions aucune expérience en rénovation. Quand je suis devenue enseignante, je n'avais jamais géré une classe de 30 enfants. Quand tu es née, je n'avais jamais été mère. Et pourtant, j'ai appris. J'ai toujours appris. Il a secoué la tête, buté. Ce n'est pas pareil. C'est un énorme investissement, beaucoup de travail physique, des responsabilités. C'est justement pour ça que j'ai préparé ce dossier, ai-je interrompu, tapotant les pages devant lui. Pour montrer que j'ai réfléchi à tout cela, que j'ai un plan, que je ne me lance pas tête baissée dans un projet irréaliste. Ma belle-fille parcourait le business plan avec attention. Les chiffres semblent cohérents, a-t-elle murmuré. Et l'idée est bonne. La région attire de plus en plus de touristes qui cherchent l'authenticité. Mon fils lui a jeté un regard trahi. « Tu ne vas pas l'encourager ?» Elle a haussé les épaules. « Je dis juste que le projet semble bien pensé. Et franchement, c'est une belle solution. La maison reste dans la famille, votre mère reste chez elle, mais avec une présence régulière, et ça lui donne une occupation, un but. Un but, ai-je répété, reconnaissante. Exactement. Je ne veux pas juste exister, je veux vivre, faire quelque chose d'utile, de créatif. Mon fils a fermé le dossier d'un geste sec. Et si ça ne marche pas? Si vous perdez de l'argent? Si c'est trop de travail? Si vous tombez en descendant les escaliers avec un plateau de petit déjeuner? Alors j'aviserai, ai-je répondu simplement. Je vendrai peut-être ou je transformerai la maison autrement. Mais au moins, j'aurai essayé. J'aurai pris ma décision, plutôt que de me laisser dicter ma vie parce que je suis trop vieille. Il a tressailli, reconnaissant ses propres mots. Un silence s'est installé, lourd de non-dits, de questions, de doutes. J'aimerais que vous me souteniez, ai-je dit doucement, que vous m'aidiez même. Mais avec ou sans votre approbation, je vais le faire. Je voulais juste que vous soyez les premiers à savoir. Ma belle-fille a posé sa main sur celle de mon fils. C'est un beau projet, a-t-elle dit. Et ta mère a raison, elle mérite de décider de sa vie. Mon fils a soupiré profondément, passé une main dans ses cheveux, dans ce geste si familier qu'il avait depuis l'enfance quand il était contrarié mais commençait à céder. Je suppose que je ne peux pas vous en empêcher, a-t-il concédé. J'ai souri, sentant une vague de soulagement me traverser. Non, tu ne peux pas, mais tu peux m'aider à réussir. Il a secoué la tête, un sourire réticent apparaissant enfin. Vous êtes impossible, vous savez ça? Je sais, ai-je répondu, le cœur léger. Mais c'est pour ça que tu m'aimes. Ce soir-là, après leur départ, je me suis à nouveau installée dans le fauteuil à bascule sur la terrasse. Le soleil se couchait, teintant le ciel de rose et d'or. J'ai fermé les yeux, imaginant la maison transformée, remplie de voyageurs, de conversations en plusieurs langues, de nouveaux visages, de nouvelles histoires. Tu vois, ai-je murmuré à mon mari absent, j'ai eu le dernier mot. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti sa présence, son approbation, son rire silencieux qui semblait porté par la brise du soir. Les travaux ont commencé début août, plongeant la maison dans un chaos organisé de poussière, de bruit de perceuses et d'allées et venues d'artisans. J'avais décidé de rester pendant les rénovations, m'installant dans le petit salon transformé en chambre temporaire, cuisinant sur un réchaud de camping quand la cuisine était inaccessible. Contre toute attente, mon fils s'était impliqué dans le projet. Il venait chaque week-end, parfois seul, parfois avec sa femme, pour surveiller l'avancement des travaux, discuter avec les artisans, vérifier que tout était conforme aux normes de sécurité. Il avait même créé un tableau de suivi sur son ordinateur avec des colonnes de chiffres, des diagrammes, des échéanciers. « C'est ce que je fais au travail », avait-il expliqué avec un haussement d'épaule quand j'avais exprimé ma surprise. Gérer des projets, suivre les budgets. Sa femme, elle, s'était prise de passion pour la décoration. Elle passait des heures à parcourir des catalogues, à visiter des brocantes, à imaginer l'ambiance de chaque chambre. Elle avait suggéré des noms pour les 3 chambres, la pommeraie, le verger, la roseraie, en fonction de la vue qu'offraient leurs fenêtres. « Les clients aiment l'authenticité », disait-elle. « Ils viennent chercher l'expérience de la campagne française, le charme d'antan. » J'observais cette transformation, non pas seulement celle de ma maison, mais celle de notre relation familiale. Pour la première fois depuis longtemps, nous travaillions ensemble vers un but commun. Les tensions n'avaient pas totalement disparu. Mon fils s'inquiétait encore de l'ampleur du projet, me trouvait parfois trop optimiste,
trop ambitieuse pour mon âge. Mais ses préoccupations s'exprimaient désormais sous forme de conseils, de suggestions, non plus d'ordre ou de jugement. Un samedi de septembre, alors que nous prenions un café sur la terrasse pendant que les ouvriers s'affairaient à l'étage, mon fils m'a regardé par-dessus sa tasse, un sourire énigmatique aux lèvres. « Quoi » ai-je demandé, intrigué. « Rien » a-t-il répondu. « C'est juste que je ne vous avais pas vue aussi vivante depuis la mort de papa. » J'ai senti une émotion soudaine me serrer la gorge. C'est vrai que ça me fait du bien d'avoir un projet. Plus qu'un projet, a-t-il corrigé. Une nouvelle vie, une nouvelle carrière, presque. J'ai ri. À mon âge, une carrière? Pourquoi pas? Vous êtes en pleine forme. L'autre jour, je vous ai vu grimper sur une échelle pour vérifier la gouttière avec le couvreur. J'ai failli avoir une crise cardiaque, mais vous étiez là-haut, à discuter technique comme si vous aviez fait ça toute votre vie. J'ai repensé à ce moment, à la sensation de me hisser sur l'échelle, à la vue du toit, du jardin qui s'étendait sous mes yeux, à l'air frais sur mon visage. Je n'avais pas eu peur. Je m'étais sentie vivante, capable, forte. C'est drôle, ai-je dit doucement. Quand tu m'as dit que j'étais trop vieille pour décider, j'étais furieuse. Mais d'une certaine façon, tu m'as rendu service. Tu m'as poussée à me prouver, à te prouver que j'en étais encore capable. Il a eu l'air gêné. Je n'aurais jamais dû dire ça. C'était condescendant et irrespectueux. Mais tu le pensais? Il a hésité, puis a hoché la tête. Oui, je le pensais. J'étais inquiet pour vous, et l'inquiétude rend parfois maladroit. Mais j'avais tort. Ces mots, j'avais tort, venant de mon fils têtu, m'ont réchauffé le cœur plus que n'importe quel compliment. Les travaux se sont terminés fin octobre, juste avant que le temps ne se gâte. La transformation était spectaculaire. Les 3 chambres à l'étage étaient méconnaissables, chacune avec sa salle de bain privative, décorée dans un style campagne chic qui mêlait meubles anciens restaurés et touches contemporaines. La cuisine avait été modernisée, mais gardait son charme rustique avec ses poutres apparentes et sa grande cheminée. Le salon, ouvert aux hôtes, avait été réaménagé avec des fauteuils confortables, une bibliothèque garnie de livres sur la région, des jeux de société pour les jours de pluie. Mon espace personnel au rez-de-chaussée était parfait. Une chambre lumineuse donnant sur le jardin, une petite salle de bain adaptée avec des barres d'appui discrètes, un petit bureau où je pourrais gérer les réservations et la comptabilité. « C'est le moment de vérité », a dit mon fils le jour où nous avons mis en ligne le site web et activé les annonces sur les plateformes de réservation. Maintenant, il faut que les clients viennent. J'ai pris une profonde inspiration, soudain assailli de doutes. Et si personne ne venait? Si les chambres restaient vides? Si tout cet investissement, tout ce travail avait été fait pour rien? Ma belle-fille a dû sentir mon anxiété, car elle a posé une main rassurante sur mon épaule. « Ça va marcher », a-t-elle dit avec conviction. « La maison est magnifique, l'emplacement est idéal, et vous avez cette chaleur naturelle qui fera que les gens se sentiront chez eux. » J'ai hoché la tête, reconnaissante pour ces mots d'encouragement. « J'espère que tu as raison. » Les premières semaines ont été lentes. Novembre n'est pas la haute saison touristique en Normandie. J'ai eu quelques réservations, un couple de Parisiens pour un week-end, une famille anglaise venue visiter les plages du débarquement, un écrivain à la recherche de calme pour terminer son manuscrit. Pas assez pour être rentable, mais suffisamment pour me donner de l'espoir et, surtout, de l'expérience. J'ai appris à gérer les petits problèmes quotidiens. Une chaudière capricieuse, une clé qui reste coincée dans une serrure, des demandes spéciales pour le petit déjeuner. J'ai appris à doser ma présence, assez disponible pour que les hôtes se sentent accueillis, mais pas trop envahissante pour qu'ils aient l'impression d'être chez leur grand-mère. À ma grande surprise, c'est cette dimension humaine qui est rapidement devenue ma plus grande force. Les commentaires laissés par les clients mentionnaient tous l'accueil chaleureux, les conseils personnalisés pour les visites, les petites attentions comme les fleurs fraîches dans les chambres ou les gâteaux maison au goûter. Le séjour parfait dans une maison pleine de charme, avec une hôtesse exceptionnelle qui connaît la région comme sa poche, avait écrit le couple de Parisiens. Comme séjourner chez une amie de longue date qui prend soin de vous sans jamais s'imposer, avait ajouté la famille langlaise. Ces mots me touchaient profondément. Ils validaient non seulement mon projet commercial, mais aussi ce que j'étais, ce que j'avais à offrir, mon expérience, ma connaissance de la région, ma capacité à créer un espace accueillant. La période des fêtes a apporté un regain d'activité.
Des familles cherchant à se retrouver dans un cadre différent pour Noël, des citadins fuyant le stress urbain pour le Nouvel An. J'ai décoré la maison avec des guirlandes, des pommes de pin ramassées dans la forêt voisine, des bouquets de houx. J'ai préparé des petits déjeuners festifs, des après-midi vin chaud et pain d'épices au coin du feu. Mon fils et sa femme sont venus passer Noël avec moi, s'installant dans la chambre La Pommeraye, qui était libre. C'était étrange de les avoir comme clients dans cette maison où ils avaient toujours été chez eux, mais aussi agréablement nouveaux. Pour la première fois, mon fils voyait vraiment comment je travaillais, comment j'interagissais avec les autres, comment je gérais ce petit monde. Le soir du réveillon, après que les autres clients étaient montés se coucher, nous sommes restés tous les trois au coin du feu, savourant un dernier verre de cidre. « Je dois admettre quelque chose », a dit mon fils, contemplant les flammes. « Quand vous avez présenté ce projet, je pensais que c'était une folie, un caprice pour éviter de déménager. Je ne croyais pas que vous iriez jusqu'au bout, et certainement pas que ça marcherait. Merci pour ta confiance, ai-je plaisanté. Il a souri, contrit. Mais j'avais tort, complètement tort. Vous êtes faite pour ça. Voir comment vous vous occupez des clients, comment vous rendez cet endroit spécial pour chacun d'eux, c'est impressionnant. Ma belle-fille a acquiescé. Vous avez transformé cette maison. Elle était déjà belle avant, mais maintenant elle vit. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le feu ou le cidre. C'était la chaleur de la reconnaissance, de la fierté, du sentiment d'avoir prouvé ma valeur, non pas tant à eux qu'à moi-même. L'hiver a cédé la place au printemps, puis à l'été, et avec les beaux jours, les réservations ont afflué. Bientôt, j'ai dû mettre en place une liste d'attente tant la demande était forte. J'ai embauché une deuxième personne pour m'aider, un jeune homme du village qui cherchait un travail d'été et qui s'est avéré avoir un don pour raconter l'histoire locale aux touristes. 1 an après le début des travaux, le refuge du Chêne était non seulement rentable, mais commençait à se faire un nom dans le monde des chambres d'hôtes de charme. Un magazine de tourisme est venu faire un reportage, suivi d'un blog influent spécialisé dans les séjours authentiques. J'ai même été contacté par une émission de télévision sur les reconversions réussies. Ce dimanche de septembre, alors que je préparais le déjeuner pour la visite hebdomadaire de mon fils et de ma belle-fille, j'ai repensé à cette phrase qui avait tout déclenché 1 an plus tôt. « Vous êtes trop vieille pour décider quoi que ce soit ici. » Comme la vie pouvait être ironique. Cette phrase blessante avait été le catalyseur d'une des plus belles aventures de ma vie. Elle m'avait poussé à me réinventer, à prouver, à mon fils, au monde, à moi-même, que l'âge n'était qu'un chiffre, pas une limite. Quand ils sont arrivés ce jour-là, j'ai remarqué qu'ils avaient l'air différent, plus graves, plus solennels que d'habitude. Ils se tenaient par la main, échangeant des regards complices. Mon instinct maternel s'est immédiatement alerté. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé après les embrassades d'usage. « On a quelque chose à vous dire », a commencé mon fils, nerveux comme je l'avais rarement vu. Ma belle-fille a serré sa main plus fort, un sourire tremblant aux lèvres. « Je suis enceinte », a-t-elle annoncé. « De 3 mois, nous allons avoir un bébé. » La joie m'a submergée comme une vague, chaude, puissante, inattendue. Je les ai serrés dans mes bras tous les deux, riant et pleurant à la fois. Un bébé, un petit enfant, une nouvelle vie, une nouvelle génération. « C'est merveilleux », ai-je murmuré contre l'épaule de mon fils. « Je suis tellement heureuse pour vous. » Nous nous sommes assis sur la terrasse, le repas momentanément oublié, parlant d'échographie, de prénoms, de projets. Ils avaient attendu la fin du 1er trimestre pour m'annoncer la nouvelle, voulant être sûrs que tout allait bien. « C'est pour février », a dit ma belle-fille, rayonnante malgré les signes de fatigue sur son visage. « Un bébé d'hiver, comme toi », ai-je dit à mon fils. « Tu es né pendant une tempête de neige. Ton père a failli ne pas arriver à temps à l'hôpital. » Il a souri, touché par ce souvenir partagé. Puis, son expression est devenue plus sérieuse. « Cette nouvelle change un peu nos plans », a-t-il dit. « Notre appartement à Paris est trop petit pour 3. Nous pensons déménager, trouver quelque chose de plus grand, peut-être en banlieue. » J'ai hoché la tête, comprenant les implications pratiques, financières, de l'arrivée d'un enfant. « Mais, » a-t-il continué hésitant, « nous nous demandions aussi comment vous envisagiez votre rôle de grand-mère. » La question m'a prise au dépourvu. Mon rôle de grand-mère? Je n'y avais pas encore réfléchi, trop absorbée par l'annonce elle-même. Je ne sais pas, ai-je admis. Je serais heureuse de vous aider, bien sûr, de passer du temps avec le bébé quand vous voudrez. Ils ont échangé un regard,
semblant communiquer silencieusement. « En fait, a dit ma belle-fille, nous nous demandions si vous seriez prête à envisager de vous rapprocher de nous. » Mon cœur s'est serré. Nous y revoilà, ai-je pensé. Le déménagement, l'appartement en ville, la résidence pour seniors, tout ce que j'avais combattu 1 an plus tôt. Pas dans le sens où vous pensez, a rapidement ajouté mon fils, lisant l'inquiétude sur mon visage. Nous ne vous demandons pas d'abandonner tout ça. Il a fait un geste englobant la maison, le jardin, ma nouvelle vie. Alors quoi? Ai-je demandé, perplexe. Nous nous demandions, a dit ma belle-fille, si vous seriez d'accord pour que nous emménagions ici, avec vous. J'ai cru avoir mal entendu. Pardon? Mon fils a pris une profonde inspiration. Voilà notre idée, la dépendance au fond du jardin, celle qui sert actuellement de débarras. Elle pourrait être rénovée, agrandie même, pour en faire un petit logement indépendant. Nous vivrions là, autonomes mais proches. Vous garderiez la maison principale et continueriez les chambres d'hôtes qui marchent si bien. J'étais abasourdi. Mais vos emplois, ils sont à Paris. J'ai la possibilité de travailler à distance 3 jours par semaine, a expliqué mon fils, et je pourrais trouver quelque chose de plus local à terme. Quant à ma femme, j'ai toujours voulu enseigner en milieu rural, a-t-elle complété. Moins d'élèves, plus de temps pour chacun. Il y a une école au village qui cherche justement une institutrice pour l'année prochaine. J'ai regardé leur visage, y cherchant une trace d'hésitation, de doute, mais ils semblaient sereins, déterminés. Vous quitteriez Paris, votre vie là-bas, pour venir ici? Mon fils a haussé les épaules. Paris sera toujours là. Nous pourrons y aller pour un week-end, un spectacle, voir des amis. Mais oui, nous sommes prêts à changer de vie. Pourquoi? Ai-je demandé, toujours incrédule. Ma belle-fille a posé une main sur son ventre à peine arrondi. Pour lui, ou elle, pour qu'il grandisse dans un endroit comme celui-ci, avec de l'espace, de l'air pur, la nature, pour qu'il connaisse sa grand-mère, pas juste lors de visites occasionnelles, mais au quotidien. Et pour nous aussi, a ajouté mon fils. Cette année nous a fait réfléchir, voir comment vous vous êtes réinventé ici, comment vous avez créé quelque chose de beau, de significatif. Ça nous a inspirés. Nous voulons plus que des carrières stressantes et un appartement trop cher. Nous voulons une vie qui ait du sens. J'étais sans voix, ému aux larmes. Ce qu'il proposait était tellement inattendu, tellement différent de ce que j'avais craint 1 an plus tôt. « Vous êtes sûr ?» ai-je finalement demandé. « C'est un grand changement. » Ils ont hoché la tête à l'unisson. « Nous y réfléchissons depuis des mois, a dit mon fils. Bien avant la grossesse, en fait. Mais maintenant, ça semble le moment parfait pour franchir le pas. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'assimiler tout ce que cela impliquait. Ma famille, près de moi. Un petit enfant grandissant dans cette maison que j'aimais tant. La possibilité de continuer mon activité tout en étant présente pour cette nouvelle vie. « Alors ?» a demandé mon fils, anxieux devant mon silence prolongé. « Qu'en pensez-vous » J'ai souri, sentant une joie profonde m'envahir. « Je pense que c'est une merveilleuse idée, la meilleure que vous ayez jamais eue. » Ils ont poussé un soupir de soulagement collectif, puis on rit, le tension retombant. « Mais, ai-je ajouté, ne pouvant résister à une petite taquinerie, je croyais que j'étais trop vieille pour décider quoi que ce soit ici. » Mon fils a rougi, embarrassé. « Et je n'ai jamais eu aussi tort de ma vie, » a-t-il reconnu humblement. La transformation de la dépendance en petit logement familial a commencé dès le mois d'octobre. Cette fois, les travaux étaient plus importants. Il s'agissait pratiquement de construire une maison à partir d'un bâtiment qui avait servi de stockage et d'atelier pendant des décennies. Mon fils venait chaque week-end superviser le chantier, souvent accompagné de sa femme dont le ventre s'arrondissait de semaine en semaine. Ils avaient vendu leur appartement parisien, réalisant une belle plus-value qui finançait une grande partie des travaux. Le reste viendrait de leurs économies et d'un petit prêt que je leur avais proposé, pas en tant que mère, avais-je insisté, mais en tant que partenaire dans ce projet familial, car c'est bien ce que nous étions devenus, des partenaires. Mon fils ne me voyait plus comme une vieille dame fragile à protéger, mais comme une femme d'affaires avisée dont l'expérience était précieuse. Sa femme, quant à elle, me consultait sur tout, de l'aménagement de la future chambre d'enfant aux plantes à privilégier dans leur petit jardin. Pendant ce temps, je continuais à gérer mes chambres d'hôtes avec un succès croissant. J'avais même commencé à proposer des stages, cuisine normande, jardinage, peinture, qui attiraient un public différent et permettaient d'étendre la saison touristique.
Je m'étais associée avec des producteurs locaux pour organiser des dégustations, des visites de ferme, des balades à vélo dans la campagne environnante. La vie était intense, fatigante parfois, mais d'une richesse que je n'aurais jamais imaginée à cette étape de mon existence. Je me couchais souvent épuisée mais profondément satisfaite, et je me réveillais chaque matin avec l'envie de découvrir ce que la journée allait apporter. Un soir de janvier, alors que je faisais mes comptes dans mon petit bureau, j'ai entendu des voix agitées dehors. J'ai ouvert la fenêtre pour découvrir mon fils, courant presque vers la maison, le visage tendu. « Maman !» a-t-il crié en me voyant. « C'est le moment, les contractions ont commencé !» Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Déjà, mais c'est prévu pour février. Apparemment, le bébé est impatient, a-t-il répondu, un mélange de panique et d'excitation dans la voix. On part pour l'hôpital. Vous voulez venir ? Je n'ai pas hésité une seconde. Laisse-moi prendre mon manteau. Le trajet jusqu'à l'hôpital de Caen a été long et stressant. Ma belle-fille, à l'arrière de la voiture, respirait profondément entre les contractions qui se rapprochaient. Mon fils conduisait avec une concentration extrême, jetant des regards anxieux dans le rétroviseur à chaque gémissement de sa femme. Je tenais la main de ma belle-fille, lui murmurant des encouragements, me remémorant ma propre expérience de l'accouchement, si lointaine et pourtant si vivace dans ma mémoire. « Ça va aller », lui assurai-je. « Tu es forte, tu es prête, et nous sommes là. » L'arrivée à la maternité, les formalités administratives, l'installation dans la salle d'accouchement, tout s'est enchaîné dans un flou d'émotions et d'actions. Mon fils est resté avec sa femme, tandis que j'attendais dans la salle réservée aux familles, le cœur battant d'anticipation. Les heures ont passé lentement. J'ai bu d'innombrables cafés insipides, feuilleté des magazines sans les voir, échangé des sourires nerveux avec d'autres familles en attente. Et puis, enfin, mon fils est apparu à la porte, les traits tirés mais illuminés d'une joie indescriptible. « C'est une fille », a-t-il annoncé, la voix tremblante. 3 kg 200. Elle est parfaite. Je l'ai serrée dans mes bras, pleurant sans retenue. Une petite fille. J'avais une petite fille. Quelques heures plus tard, j'ai pu entrer dans la chambre où ma belle-fille se reposait, le bébé emmailloté dans ses bras. Elle a levé les yeux vers moi, fatiguée mais rayonnante. « Voulez-vous la prendre ?» a-t-elle proposé doucement. Avec précaution, j'ai recueilli ce petit paquet chaud contre ma poitrine. Le visage minuscule était rouge et fripé, les yeux fermés, les poings serrés comme si elle s'agrippait déjà fermement à la vie. J'ai senti une vague d'amour si puissante qu'elle m'a presque fait chanceler. « Bonjour, toi », ai-je murmuré. « Je suis ta grand-mère. » Le bébé a remué légèrement, comme en réponse à ma voix. J'ai levé les yeux vers mon fils et sa femme qui nous observaient avec tendresse. « Comment s'appelle-t-elle » ai-je demandé, réalisant qu'ils ne me l'avaient pas encore dit. Ils ont échangé un regard complice. « Nous avons pensé à Claire », a dit ma belle-fille, « en hommage à votre mère. » La surprise et l'émotion m'ont laissé sans voix. Ma mère, Claire, une femme forte et douce qui m'avait tant appris, dont j'avais essayé de suivre l'exemple toute ma vie. Qu'il choisisse de perpétuer son nom, de créer ce lien entre les générations, me touchait profondément. « C'est parfait », ai-je finalement réussi à articuler. Elle aurait été si fière. J'ai regardé à nouveau le petit visage endormi. « Bienvenue, Claire. Tu as beaucoup de choses à découvrir. Et nous avons tant à te montrer. » Le printemps était bien avancé quand mon fils, ma belle-fille et la petite Claire ont finalement emménagé dans leur nouveau logement. La dépendance était méconnaissable, transformée en une charmante petite maison de 3 pièces, lumineuse, fonctionnelle, parfaitement adaptée à leur nouvelle vie de famille. De grandes baies vitrées ouvraient sur un petit jardin privatif, séparé du reste de la propriété par une haie basse qui marquait leur espace sans l'isoler. Les premiers mois ont été un tourbillon d'adaptation, pour eux à la vie à la campagne, pour moi à cette présence constante, pour nous tous à ce nouvel équilibre familial. Il y a eu des moments de tension, bien sûr, des désaccords sur le bruit des clients tôt le matin qui réveillaient le bébé, des frustrations quand mon fils, habitué à l'efficacité parisienne, se heurtait au rythme plus lent des services locaux. Des ajustements quand ma belle-fille, épuisée par les nuits hachées, avait besoin d'aide, mais hésitait à me déranger. Mais ces difficultés étaient largement compensées par les joies quotidiennes. Le plaisir de voir la petite Claire grandir jour après jour, les dîners partagés sur la terrasse les soirs d'été, l'entraide naturelle qui s'était installée entre nous. Je gardais le bébé quand ils avaient besoin de temps pour eux.
Il m'aidait avec les courses lourdes ou les petites réparations. Un équilibre s'est créé, respectueux de l'indépendance de chacun. Ils vivaient leur vie de jeune famille, je continuais à gérer mes chambres d'hôtes. Nous nous voyions quand nous en avions envie, pas par obligation. Et au centre de tout cela, il y avait Claire, ce petit être qui grandissait, qui nous liait, qui donnait un sens nouveau à notre vie commune. L'automne était revenu, amenant avec lui les couleurs flamboyantes des arbres du jardin et une certaine mélancolie dans l'air. Claire avait 8 mois maintenant. Elle commençait à se déplacer à 4 pattes, explorant le monde avec une curiosité insatiable. Ce dimanche-là, nous étions tous réunis dans le grand salon de la maison principale. Les derniers clients de la saison étaient partis la veille, et j'avais décidé de fermer pendant quelques semaines pour me reposer avant les fêtes. Mon fils lisait le journal dans un fauteuil, sa femme jouait par terre avec Claire qui gazouillait joyeusement. J'observais cette scène, le cœur plein. Si on m'avait dit, 2 ans plus tôt, que ma vie prendrait ce tournant inattendu, je ne l'aurais pas cru. Que mon fils, qui voulait me voir quitter cette maison parce que j'étais trop vieille pour décider, viendrait finalement y vivre avec sa famille. Que je deviendrais, à 69 ans, une hôtelière respectée et une grand-mère comblée. Que cette maison, loin d'être un fardeau dont il fallait se débarrasser, deviendrait le cœur battant d'une nouvelle aventure familiale. « À quoi pensez-vous » a demandé mon fils, levant les yeux de son journal. « Vous avez l'air ailleurs. » J'ai souri. Je pensais au chemin parcouru, à ce que vous m'avez dit il y a 2 ans, que j'étais trop vieille pour décider. Il a grimacé, embarrassé par ce rappel. Je n'en suis pas fière. Ne le soyez pas, ai-je répondu doucement. Parce que d'une certaine façon, c'est cette phrase qui a tout déclenché. Sans elle, je n'aurais peut-être jamais eu le courage de me lancer dans cette aventure. Et nous ne serions pas ici aujourd'hui, tous ensemble. Ma belle-fille a levé la tête, intriguée. Vous n'avez jamais vraiment raconté comment tout a commencé. Je sais juste que vous vous êtes disputés et que vous avez décidé de créer les chambres d'hôtes. Mon fils et moi avons échangé un regard. C'est une longue histoire, ai-je dit. Nous avons tout le temps, a-t-elle répondu en souriant. Et Claire adore les histoires, n'est-ce pas, ma chérie? La petite a gazouillé en réponse, comme si elle approuvait. Alors j'ai commencé à raconter. Le déjeuner dominical, les mots blessants, ma colère, ma détermination. Le projet fou de chambre d'hôte, les travaux, les doutes, les premiers clients. J'ai parlé sans phare, exposant mes peurs, mes moments de faiblesse, mais aussi ma résolution inébranlable à ne pas me laisser définir par mon âge. Mon fils intervenait parfois, ajoutant son point de vue, reconnaissant ses erreurs avec une honnêteté qui me touchait. Sa femme écoutait attentivement, berçant Claire qui s'était endormie contre son épaule. « C'est une belle histoire », a-t-elle dit quand j'ai terminé. Une histoire de résilience, de réinvention, de famille, surtout, ai-je ajouté. De liens qui se transforment, qui s'adaptent, mais qui ne se brisent pas. Mon fils s'est levé, est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. « Vous savez ce que je pense maintenant ?» a-t-il demandé. « Quoi donc ? Que vous n'êtes pas trop vieille pour décider. Vous n'avez jamais été trop vieille. En fait, vous êtes probablement la personne la plus sage, la plus déterminée et la plus courageuse que je connaisse. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Merci », ai-je murmuré. « Et vous savez quoi d'autre ?» a-t-il continué, un sourire malicieux aux lèvres. « J'espère que je serai comme vous quand je serai vieux, capable de réinventer ma vie, de prendre des risques, de suivre mes rêves quel que soit mon âge. » J'ai ri à travers mes larmes. « Tu le seras. C'est de famille, l'entêtement. » Ma belle-fille s'est levée, Claire toujours endormie dans ses bras. « Je vais la coucher, » a-t-elle dit doucement. Mais avant, elle s'est approchée, s'est penchée pour m'embrasser sur la joue. « Merci, » a-t-elle murmuré, « pour tout, pour cette maison, pour cet accueil, pour cet exemple que vous donnez à Claire. » Quand elle est sortie, mon fils est resté à côté de moi, contemplant le feu qui crépitait dans la cheminée. « Vous avez eu le dernier mot, finalement ?» a-t-il dit, pensif. « Ce n'était pas une question de dernier mot, » ai-je corrigé. C'était une question de choisir sa vie, à tout âge. Il a hoché la tête, compréhensif. « Je sais, et vous avez choisi une vie qui nous inclut tous, qui nous a tous rendus plus heureux, plus complets. » Le silence est retombé, confortable, apaisant. Par la fenêtre, je pouvais voir les premières étoiles apparaître dans le ciel d'automne. Dans la pièce voisine, j'entendais ma belle-fille fredonner doucement une berceuse à Claire. « Tu sais, ai-je dit après un moment, ton père serait fier. »
de toi, de la famille que tu as créée, de l'homme que tu es devenu. Mon fils a pris ma main, l'a serrée fort. Il serait encore plus fier de vous, de votre force, de votre courage. J'ai fermé les yeux, savourant ce moment de paix, de plénitude. 2 ans plus tôt, blessée par les mots de mon fils, j'avais voulu prouver que je n'étais pas trop vieille pour décider. Aujourd'hui, assise dans cette maison pleine de vie, de rire, d'amour, je savais que j'avais fait bien plus que cela. J'avais rappelé à mon fils, et peut-être au monde, que l'âge n'est qu'un nombre, que la vie peut être réinventée à 67 ans comme à 30, que les derniers mots ne sont jamais prononcés tant qu'il reste des rêves à poursuivre, des défis à relever, des histoires à écrire. Et notre histoire, celle de cette famille réunie sous le toit du refuge du chêne, ne faisait que commencer. Les saisons se sont succédées, transformant les jours en mois et les mois en années. Claire a fait ses premiers pas dans le jardin, sous le grand chêne qui avait donné son nom à notre demeure. Elle a prononcé ses premiers mots, papa, maman et, à ma grande joie, mamie, presque en même temps. Elle a découvert les poules, les grenouilles de l'étang, les papillons de l'été, la magie de la neige en hiver. Mes chambres d'hôtes continuaient à prospérer, avec une réputation qui s'étendait désormais bien au-delà de la Normandie. J'avais même été mentionnée dans un guide touristique international comme un exemple de l'art de vivre à la française. Des clients revenaient, année après année, devenant presque des amis, suivant l'évolution de notre petite entreprise familiale avec intérêt et affection. Car c'était bien devenu une entreprise familiale. Mon fils, qui avait finalement quitté son emploi parisien, avait pris en charge la partie administrative et financière. Il avait créé un site web plus élaboré, mis en place un système de réservation en ligne, développé des partenariats avec des producteurs locaux. Sa femme, tout en continuant à enseigner à l'école du village, s'occupait de la décoration, changeant les thèmes selon les saisons, créant des ambiances qui enchantèrent les clients. Quant à moi, à 72 ans désormais, je restais le cœur et l'âme du lieu. J'accueillais les hôtes, préparais les petits déjeuners avec des produits frais du jardin, partageais mes connaissances sur la région. J'avais réduit mon rythme, bien sûr, plus de longues journées sans pause, plus de nuits écourtées pour préparer le pain frais. J'avais appris à déléguer, à accepter l'aide, à reconnaître mes limites, non pas parce que j'étais trop vieille, mais parce que j'avais gagné en sagesse. Claire avait maintenant 3 ans, une petite fille vive aux boucles blondes et au caractère bien trempé. Elle était le rayon de soleil de notre maison, courant entre les 2 habitations comme si l'ensemble de la propriété était son royaume. Les clients l'adoraient, s'amusant de ses commentaires candides, de sa curiosité insatiable. Elle était devenue, sans le savoir, notre meilleure ambassadrice. Un matin d'avril, alors que les pommiers commençaient à se couvrir de fleurs et que le jardin s'éveillait après l'hiver, j'ai reçu un appel qui allait, une fois de plus, bouleverser notre équilibre. C'était la mairie du village. La petite école où enseignait ma belle-fille était menacée de fermeture, faute d'effectifs suffisants. 3 classes, 3 enseignants, une 50aine d'élèves, pas assez selon les normes administratives qui régissaient l'éducation nationale. « C'est terrible », a dit ma belle-fille ce soir-là, lors d'un dîner de famille improvisé pour discuter de la situation. Si l'école ferme, les enfants devront faire des kilomètres chaque jour pour se rendre dans le bourg voisin. Certaines familles vont déménager et le village va perdre encore plus de sa vitalité. Mon fils, pragmatique comme toujours, réfléchissait déjà aux implications pratiques. Tu pourrais demander un poste dans cette autre école. Ce ne serait pas idéal, mais... Ce n'est pas juste pour moi que je m'inquiète, a-t-elle coupé avec passion. C'est pour tout le village. Une école, c'est le cœur d'une communauté rurale. Sans elle, elle n'a pas terminé sa phrase, mais nous comprenions tous. Sans école, le village continuerait son lent déclin, comme tant d'autres en France profonde. Les jeunes familles partiraient, les commerces suivraient, ne laissant qu'une population vieillissante et des résidences secondaires occupées quelques semaines par an. Claire, assise sur mes genoux, jouait distraitement avec sa cuillère, inconsciente des préoccupations des adultes. Pourtant, c'était son avenir aussi qui était en jeu. L'école où elle irait dans 2 ans, le village où elle grandirait. « Il faut plus d'enfants », a-t-elle déclaré soudain avec la logique implacable des tout-petits, comme si elle avait parfaitement suivi la conversation. « Beaucoup d'enfants pour l'école. » Nous avons ri, touchés par cette intervention inattendue. Puis le silence est retombé,
chacun perdu dans ses pensées. Elle n'a pas tort, ai-je dit finalement. Le problème, c'est le manque d'enfants. Et le manque d'enfants vient du manque de famille. Et le manque de famille vient du manque de logements abordables et d'emplois, a complété mon fils. Exactement, ai-je approuvé. Les jeunes couples ne peuvent pas s'installer ici. Les maisons sont soit des résidences secondaires hors de prix, soit des fermettes à rénover qui coûtent une fortune en travaux. Ma belle-fille a froncé les sourcils, réfléchissant intensément. Si seulement il y avait un moyen d'attirer quelques familles, juste assez pour sauver l'école. Combien d'enfants faudrait-il ? A demandé mon fils, toujours pratique. 10, peut-être 15, a-t-elle répondu. Avec les enfants déjà inscrits, cela suffirait à maintenir les 3 classes. Nous sommes restés silencieux, mesurant l'ampleur du défi. Trouver 15 enfants signifiait attirer au moins 7 ou 8 familles dans un petit village normand, sans infrastructure particulière, sans attraction majeure, sans opportunité d'emploi évidente. C'est alors que l'idée m'est venue. Une idée folle, encore plus audacieuse que celle des chambres d'hôtes 3 ans plus tôt. Et si, ai-je commencé lentement, nous transformions une partie de notre propriété en logement pour famille? Ils m'ont regardé avec stupéfaction. Le grand terrain derrière la maison, celui qui ne sert à rien actuellement, ai-je continué, mon idée se précisant à mesure que je parlais. Nous pourrions y construire de petites maisons écologiques, à loyer modéré, spécialement pour des familles, avec enfants en âge scolaire. Une sorte d'éco-hameau familial. C'est complètement fou, a balbutié mon fils. Pas plus fou que de transformer cette maison en chambre d'hôte à 67 ans, ai-je répliqué avec un sourire. Pas plus fou que de quitter Paris pour venir vivre à la campagne avec un bébé. Ma belle-fille regardait au loin, comme si elle visualisait déjà le projet. Ça pourrait marcher, a-t-elle murmuré. Des loyers abordables, un cadre magnifique, l'école à proximité. Il y a tellement de familles qui rêvent de quitter les villes, mais qui ne peuvent pas se le permettre financièrement. Le terrain est assez grand, a reconnu mon fils, qui commençait à considérer sérieusement l'idée. Et il est déjà viabilisé, au moins partiellement. Mais le coût de construction? Nous avons des économies, ai-je rappelé. Les chambres d'hôtes rapportent bien. Et nous pourrions obtenir des subventions, des prêts à taux préférentiels pour un projet à vocation sociale et écologique. La discussion s'est poursuivie tard dans la soirée. Claire endormie dans mes bras, puis couchée dans son petit lit. Nous avons pesé le pour et le contre, estimé grossièrement les coûts, imaginé la configuration des lieux. Plus nous en parlions, plus l'idée semblait non seulement réalisable, mais nécessaire, presque évidente. Nous pourrions appeler ça « le petit chêne », a suggéré ma belle-fille, en écho au refuge du chêne, mais aussi parce que ces maisons seraient comme de jeunes arbres, pleins de promesses, grandissant ensemble. J'ai souri, touché par cette image. Le petit chêne, j'aime beaucoup. Mon fils, qui avait commencé à griffonner des chiffres sur un coin de nappe, a levé les yeux. Si nous faisons 5 ou 6 maisons de taille modeste mais confortable, avec des matériaux durables, des panneaux solaires, peut-être même un potager collectif, les coûts seraient importants au départ, mais sur le long terme, avec les loyers, ce serait viable. Et nous donnerions la priorité aux familles avec enfants en âge scolaire, a complété sa femme. Ce serait la condition principale, une sorte de projet de sauvetage rural. Je les observais, ces 2 adultes que j'aimais, s'enflammant pour cette idée née d'une simple remarque d'enfant. Je voyais leurs yeux briller, leurs mains s'agiter pour décrire leur vision, leur voix s'animer d'enthousiasme et d'espoir. Alors, ai-je demandé finalement, nous le faisons? Nous créons le petit chêne? Ils ont échangé un regard, puis ont hoché la tête à l'unisson. Nous le faisons, ont-ils répondu d'une seule voix. Cette nuit-là, je me suis endormie avec un sentiment de déjà-vu merveilleux. 3 ans plus tôt, j'avais pris une décision folle qui avait transformé ma vie et sauvé cette maison. Aujourd'hui, nous nous lancions dans une nouvelle aventure, encore plus ambitieuse, qui pourrait sauver toute une communauté. Et tout cela parce qu'un jour, mon fils m'avait dit que j'étais trop vieille pour décider. Les mois suivants ont été un tourbillon d'activités. Demande de permis de construire, recherche d'architectes spécialisés dans l'habitat écologique, montage de dossiers de subventions, réunions avec la mairie, discussions avec les banques. Mon fils avait pris la tête des opérations financières et administratives. Sa femme s'occupait de la communication et des relations avec l'école et les habitants. Et moi, je faisais ce que je savais faire de mieux. J'accueillais, j'écoutais, j'encourageais.
Nous avions décidé de construire 6 maisons de tailles différentes, adaptées à diverses configurations familiales, de la petite famille monoparentale avec un enfant à la famille nombreuse avec 4 enfants. Toutes seraient conçues selon les principes de l'habitat durable, matériaux locaux et écologiques, isolation performante, énergie renouvelable, récupération d'eau de pluie. Le projet avait suscité un enthousiasme inattendu dans le village. Le maire y voyait un moyen de revitaliser la commune et soutenait activement nos démarches. Les commerçants espéraient de nouveaux clients. Les parents d'élèves actuels étaient soulagés de savoir que l'école pourrait être sauvée. Même les médias locaux s'étaient intéressés à notre initiative, publiant un article intitulé « Une septuagénaire et sa famille créent un éco-hameau pour sauver l'école de leur village ». J'avais ri en voyant ce titre qui me présentait comme une sorte de héroïne du troisième âge, mais j'étais aussi secrètement fier de montrer que l'âge n'était pas un obstacle à l'engagement et à l'innovation. Le chantier a démarré au printemps suivant, transformant notre paisible propriété en une ruche bourdonnante d'activités. Engins de terrassement, camions de matériaux, équipes d'artisans. Le calme de la campagne était temporairement perturbé, mais pour une cause qui en valait la peine. Claire, désormais âgée de 4 ans, observait tout cela avec une fascination sans bornes. Elle connaissait chaque ouvrier par son prénom, posait 1000 questions sur les techniques de construction, voulait tout toucher, tout comprendre. Nous avions même dû lui acheter un petit casque de chantier et des bottes en caoutchouc pour qu'elle se sente comme les grands. « Quand les enfants vont venir habiter ici ?» demandait-elle chaque jour, impatiente de se faire de nouveaux amis. « Bientôt », répondions-nous, « quand les maisons seront prêtes. » Et en effet, les maisons prenaient la forme à une vitesse surprenante. 6 petits bâtiments aux formes harmonieuses, intégrés dans le paysage, entourés d'espaces verts et reliés par des chemins piétonniers. Au centre, nous avions prévu une aire de jeux commune et un grand potager partagé. Parallèlement à la construction, nous avions lancé un appel à candidature pour les futures familles résidentes. Les critères étaient les clairs. Avoir au moins un enfant en âge d'être scolarisé à l'école du village, s'engager à rester au minimum 3 ans, adhérer à la charte écologique et communautaire du hameau. Les réponses avaient dépassé toutes nos attentes. Des dizaines de dossiers nous étaient parvenus. Des familles de toute la France et même quelques-unes de Belgique et de Suisse attirées par ce projet qui correspondait à leurs aspirations d'une vie plus simple, plus connectée à la nature, plus solidaire. Choisir parmi ces candidatures avait été déchirant. Chaque famille avait sa propre histoire, ses propres raisons de vouloir ce changement de vie. Nous avions finalement sélectionné 6 familles qui, ensemble, apporteraient 13 enfants à l'école du village, largement suffisant pour assurer sa pérennité. Il y avait un couple d'artisans, lui ébéniste, elle céramiste, avec leurs 3 enfants. Une mère célibataire, infirmière travaillant en téléconsultation, et son fils. Un jeune couple d'agriculteurs bio cherchant des terres à louer dans la région, avec leurs jumelles, un père veuf, informaticien en télétravail et ses 2 filles. Un couple d'enseignants en disponibilité pour créer une activité de tourisme éducatif, avec leurs 3 enfants. Et enfin, un couple mixte franco-britannique avec leur fille, lui traducteur, elle illustratrice de livres pour enfants. Une mosaïque de parcours, de compétences, de personnalités, qui allait enrichir notre petit village et lui insuffler une nouvelle vie. Les travaux se sont achevés à la fin de l'été, juste à temps pour la rentrée scolaire. L'installation des familles s'est faite progressivement, dans une atmosphère d'effervescence joyeuse. Nous avions organisé une grande fête d'accueil dans le jardin de la maison principale, avec un buffet préparé par les habitants du village, de la musique, des jeux pour les enfants. Claire était au comble du bonheur, courant d'un nouvel ami à l'autre, fière de faire visiter son hameau, son village. « Vous voyez, disait-elle aux nouveaux venus avec l'assurance d'une petite propriétaire, c'est ma mamie qui a tout fait, parce qu'elle n'est pas trop vieille pour décider. » Cette phrase, répétée innocemment par une enfant qui l'avait entendue sans en comprendre toute la portée, avait fait rire les adultes. Mais mon fils, en l'entendant, s'était approché de moi, avait passé un bras autour de mes épaules. « Elle a raison, vous savez, » avait-il murmuré à mon oreille. « Vous n'êtes pas trop vieille pour décider. Vous êtes juste assez sage pour prendre les bonnes décisions. » J'avais souri, ému par ce compliment, par cette reconnaissance qui effaçait définitivement la blessure d'il y a 3 ans. Le jour de la rentrée, tout le village s'était rassemblé devant la petite école. Les anciens élèves retrouvaient leurs camarades.
Les nouveaux découvraient leur classe avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Les parents échangeaient des numéros de téléphone, des propositions de covoiturage, des invitations à goûter. Ma belle-fille, rayonnante dans sa robe fleurie de maîtresse, accueillait ses élèves avec un enthousiasme renouvelé. Elle aurait cette année une classe complète, avec un effectif qui justifiait pleinement le maintien de l'école. « Merci », m'avait-elle soufflé en m'embrassant ce matin-là. « Sans vous, sans votre idée folle, sans nous », avais-je corrigé. C'était un projet familial et communautaire. Elle avait hoché la tête, reconnaissant la justesse de cette rectification. Puis elle s'était tournée vers ses élèves, prête à commencer une nouvelle année, dans une école sauvée de la fermeture, dans un village en pleine renaissance. Ce soir-là, épuisée mais profondément satisfaite, je me suis assise sur mon fauteuil préféré sur la terrasse. Le soleil se couchait, dorant les toits des nouvelles maisons du Petit Chêne. Des rires d'enfants me parvenaient de l'aire de jeu commune. Des lumières s'allumaient une à une dans les foyers, créant une constellation chaleureuse dans le crépuscule. J'ai fermé les yeux, savourant ce moment de plénitude. À 72 ans, j'avais non seulement transformé ma propre vie, mais j'avais contribué à transformer celle de toute une communauté. Vous êtes trop vieille pour décider quoi que ce soit ici. Ces mots, qui m'avaient tant blessée il y a 3 ans, me faisaient sourire aujourd'hui, car ils m'avaient poussé à prouver le contraire, à montrer que l'âge n'était qu'un chiffre, que la valeur d'une personne ne se mesurait pas au nombre de ses années, mais à sa capacité à rêver, à oser, à agir. J'avais eu le dernier mot, oui, mais ce n'était pas un mot de victoire sur mon fils ou sur quiconque. C'était un mot d'espoir, de renouveau, de vie qui continue et se réinvente sans cesse. Un mot que je voulais transmettre à Claire, à tous ces enfants qui grandiraient dans notre petit hameau, à tous ceux qui, un jour, se sentiraient trop vieux, trop jeunes, trop ceci ou trop cela pour réaliser leurs rêves. Ce mot, c'était simplement « oser ».